Voilà, bonjour mesdames et messieurs, chers collègues, chères enseignantes, enseignants. Je sais qu'il y en a parmi vous et je vous remercie d'être là, chères étudiantes, étudiants. Au nom de la présidence de la section des sciences de l'éducation, le professeur Emmanuel Sander et moi-même, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence donnée par le professeur Michel Fayolle à l'occasion de l'attribution du doctorat honoris causa de l'Université de Genève, donc au professeur Fayolle. Alors, cette conférence est organisée en partenariat entre la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, et je salue parmi nous la présence de la doyenne, la professeure Lucie Montier-Lopez, et le DIP, plus particulièrement le service enseignement-évaluation de la DGO, et on salue la présence parmi nous de sa directrice, Madame Isabelle Vimin, qui nous dira quelques mots en introduction avant de présenter le conférencier. Et de même, on salue la présence dans la salle du directeur de l'UFE, le professeur Olivier Molini. Merci à toutes et tous d'être parmi nous. Isabelle ? La dernière fois que j'ai parlé, c'était quand c'était la soutenance de thèse. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honorée et très émue aussi, puisque la dernière fois que j'avais rencontré le professeur Michel Fayolle, c'était dans le cadre de ma soutenance de thèse. Donc, on était dans une autre circonstance. En tous les cas, merci beaucoup à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation de nous avoir associés à cette conférence. Encore une fois, cela illustre les nombreuses et riches collaborations que nous entretenons avec la faculté, ce partenariat nécessaire au service de l'école, des recherches, toutes les recherches, quelle que soit leur modalité, elles sont au service, on peut les utiliser au service de l'école comme un outil, comme un levier pour pouvoir questionner nos pratiques quotidiennes dans le cadre scolaire. Les pratiques enseignantes, la recherche scientifique est là aussi pour soutenir un certain nombre de nos dispositifs pédagogiques. L'importance de aussi de mettre sur pied et mettre en place des collaborations plus formelles, notamment sous l'angle de recherche ou action, recherche collaborative, recherche partenariat, il y a différentes terminologies là autour, pour permettre ce dialogue, pour pouvoir dialoguer entre l'école, les chercheurs et les chercheuses, pour chercher de manière collaborative à identifier des actions efficaces qui peuvent bien évidemment être plus ou moins efficaces selon les contextes dans lesquels elles se déroulent. J'insiste sur cette nécessité de connaissances réciproques. Nous avons, en tant qu'école, une réelle collaboration à mettre en place pour avoir un gain, mais ce gain-là, il va dans les deux sens. À savoir, on peut s'alimenter aussi bien par le milieu de l'école pour voir quelles sont les pratiques qui sont en place, et puis de la part de la recherche, de voir finalement également ce qu'on y fait pour améliorer des dispositifs pédagogiques. J'aimerais encore ajouter que cette conférence, et notamment les thématiques qui sont abordées, entrent pleinement dans la feuille de route de notre conseillère d'État, notamment pour le projet « Mettre en œuvre des mesures pour faciliter l'entrée à l'école », puisqu'il y a vraiment un enjeu s'agissant des apprentissages fondamentaux, notamment tout ce qui concerne la lecture, mais également les mathématiques. Dans ce contexte, à Genève, mais plus largement, et Katharina y contribue au niveau intercantonal, un nouveau moyen d'enseignement roman est en cours d'élaboration, mais également en cours d'introduction à Genève pour le français. Ce moyen d'enseignement, c'est le premier moyen d'enseignement roman qui se décline de la première à la 11e du cycle d'orientation. Et il y a des vrais enjeux s'agissant également de l'identification des mots, de la compréhension, mais également autour du vocabulaire, qui est un des piliers, puisque de plus en plus, on entend que nos élèves n'ont pas le capital nécessaire pour aborder des textes plus complexes ou en tout cas de nature différente. Et puis, concernant les mathématiques, là encore aussi un moyen d'enseignement
qui a été introduit tout récemment et où le cœur de ce moyen d'enseignement, c'est vraiment la résolution de problèmes. Alors, encore un lien tout à fait direct avec les travaux du professeur Michel Fayolle. Sans plus attendre, et encore en vous remerciant, puis merci de nous avoir laissé nous exprimer à vos côtés pour cette conférence. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence et encore merci Michel. À très bientôt. Merci Madame la directrice, chère Isabelle. Nous allons maintenant procéder à une présentation de notre conférencier, une présentation à 2 voix. Quelques mots d'abord de la trajectoire de Michel Fayolle, même si il nous faudrait plus de temps qu'une brève présentation, mais on va faire de notre mieux. Donc, Michel Fayolle est professeur émérite ou honoraire, selon les appellations, les institutions, en psychologie du développement de l'Université de Clermont-Ferrand, spécialiste reconnu de plusieurs domaines fondamentaux pour l'éducation, notamment l'acquisition de la langue écrite, lecture, écriture, orthographe, l'acquisition des compétences de numération chez l'enfant et la résolution de problèmes en mathématiques. Mais avant d'entreprendre des études de psychologie qui lui ont permis de poursuivre cette brillante carrière universitaire et de recherche, carrière développée en fait entre plusieurs universités, entre Montpellier, Bordeaux d'une certaine manière, du moins pour la thèse, Dijon et puis Clermont-Ferrand, Michel Fayolle a été instituteur pendant une dizaine d'années, 11 plus précisément, dans l'Allier et dans le Cher, en France, puis inspecteur de l'éducation nationale. On peut ainsi dire que Michel Fayolle connaît l'enseignement de tous les points de vue, pour l'avoir exercé dans différents contextes et à différents degrés, pour avoir vu et accompagné des réformes, pour avoir formé des enseignants, pour avoir conduit des recherches dans et pour l'enseignement, avec le souci permanent de comprendre ce qui fait apprentissage et développement. Concernant l'acquisition du langage plus particulièrement, je mentionnerai des contributions fondamentales dans le domaine de la compréhension des mécanismes d'émergence et de développement du langage chez l'enfant, d'abord de 0 à 3 ans, en collaboration avec Michel Caille et d'autres chercheurs, y compris de notre université en psycholinguistique, et puis le développement du langage au-delà, mais aussi des recherches importantes et inspirantes sur l'orthographe, dont l'apprentissage est difficile, je pense qu'on le sait tous, avec cet angle de vue qui est le sien, qui est de comprendre ce qui fait difficulté, l'origine de celle-ci, y compris du point de vue historique, pourquoi une langue comme la langue française est si difficile du point de vue de l'orthographe, et comment faire pour améliorer les performances orthographiques de tous les élèves, et j'insiste sur le tout. Je mentionnerai aussi des contributions dans le domaine textuel, en évoquant surtout, parmi les possibles, l'ouvrage issu de sa thèse, Le récit et sa construction, publié en 1985, qui aborde aussi une question à l'époque considérée comme très peu traitée, trop peu traitée, en tout cas qui reste épineuse, qui depuis a été un petit peu plus traitée, et des recherches importantes ont eu lieu à Genève dans l'équipe de didactique des langues, à savoir la problématique de la production écrite. Alors, je pense que l'ouvrage de Michel Fayolle, on n'a pas fini de le lire, puisqu'il vient d'être réédité tout récemment. Je ne sais même pas s'il l'a vu. En tout cas, j'en ai la preuve, et on peut en offrir un exemplaire avec la complicité de l'éditeur et du préfacier. Bien, donc j'ajouterai quelques mots pour dire que c'est un honneur et un plaisir de recevoir Michel Fayolle dans notre université pour ce doctorat honoris causa et à l'instant pour cette conférence.
Je vais être bref, mais comme l'a dit ma collègue, on pourrait vraiment passer beaucoup de temps à raconter le parcours de Michel et la diversité de ce qu'il a apporté. Ce que je voudrais dire, c'est que lorsque la doyenne nous a mandaté en tant que présidence des sciences de l'éducation pour proposer une personne pour devenir docteur honoris causa de notre université, eh bien, le nom de Michel Fayolle est arrivé très rapidement. Il est apparu vraiment comme allant un peu de soi, et puis il a été aussi très très vite entériné par l'ensemble de nos collègues. Alors pourquoi? Eh bien, il y a de multiples raisons, et je ne vais pas passer trop de temps à les exposer, mais il y a une des raisons qui me paraît absolument importante, c'est qu'on est une faculté de psychologie et de sciences de l'éducation, et qu'en fait, Michel Fayolle incarne par ses travaux, par son parcours, à la fois sa biographie et son activité de recherche et l'ensemble de ses implications, parfaitement la justification que dans une même faculté, on puisse assembler, faire collaborer la psychologie et les sciences de l'éducation. Alors, je le dis peut-être pour les étudiants qui sont présents, notre faculté, elle doit beaucoup à un grand nom au départ de la psychologie, qui est Jean Piaget. Et Jean Piaget a aussi cette double casquette d'être psychologue et très impliqué dans les questions d'éducation. Et on peut dire, je me suis un petit peu amusé, sans aller dans le détail, à compter ceux de nos collègues des deux sections qui sont présents. Et je pense qu'on est à peu près autant en sciences de l'éducation qu'en psychologie, qui sont, sans compter l'autre composante de notre faculté, TechFac, qui est également représentée par sa directrice. Et donc, c'est très rare, je dirais, qu'une même personne ou que les mêmes travaux d'une personne puissent être enseignés dans nos deux sections. C'est le cas de Jean Piaget, c'est aussi le cas des travaux de Michel Fayolle, qui sont totalement en phase avec des questions de psychologie et de sciences de l'éducation. Un aspect aussi remarquable de ces travaux, c'est justement d'avoir tenu ensemble à la fois des questionnements qu'on peut considérer comme académiques, relevant vraiment de processus fondamentaux sur le plan de la psychologie, et puis en même temps de chercher à répondre à des questions de société. Très souvent, ces deux mondes se dialoguent à peine, et incontestablement, Michel Fayolle a travaillé sur ces deux champs en même temps, avec toujours cette préoccupation de chercher des processus fondamentaux et en même temps d'avoir une réelle pertinence sur le plan sociétal. J'ajouterai aussi l'ampleur thématique de ses travaux. Là encore, il a abordé une grande variété thématique. En particulier, si on est sur le champ scolaire, eh bien, on trouve dans ces travaux, et la conférence qui va suivre en sera l'occasion de le montrer, à la fois des aspects qui sont liés aux apprentissages du français et des aspects qui sont liés aux apprentissages mathématiques. C'est particulièrement intéressant lorsque, notamment dans des perspectives didactiques, on cherche aussi à voir qu'est-ce qui permet de dialoguer entre différentes façons d'aborder des domaines scolaires. Je souhaiterais aussi mentionner ce qui, à mon avis, le caractérise aussi, et dont la conférence sera là encore un bel exemple, c'est le refus du réductionnisme. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de ces travaux cherchent à montrer que les phénomènes qui sont observés ne sont pas simplement des phénomènes de laboratoire, parce qu'on sait maintenant que ce qu'on trouve dans des conditions isolées de laboratoire sont très très difficiles à transposer dans des contextes scolaires, et donc on trouve ce souci à la fois d'une rigueur d'observation, d'une rigueur expérimentaliste, et en même temps de la possibilité de propriétés écologiques qui permettent que l'école puisse vraiment s'approprier ces travaux. La question aussi de l'ampleur de la production scientifique, et quand je parle de cette production scientifique, ce n'est pas simplement la quantité qui est déjà extrêmement impressionnante, mais c'est aussi
la qualité et puis je dirais aussi surtout la diversité. Là encore, assez souvent, on va trouver des chercheurs qui sont plutôt dans l'idée d'écrire des livres, d'autres qui sont plutôt dans la production d'articles très spécialisés. Et chez Michel Fayolle, on trouve les deux aspects. Il y a des ouvrages qui sont des ouvrages de référence qu'il a rédigés et également des articles scientifiques dans les revues les plus réputées. Et donc, je conclurai en disant que Michel Fayolle constitue un bel exemple, on a presque du mal à y croire, de tout ce qu'on peut faire en une seule vie. Je n'ai pas parlé des investissements institutionnels, de tous ces aspects-là encore, et j'utilise le mot exemple dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois l'incarnation comme quoi c'est possible, mais aussi une certaine référence que l'on peut avoir, et donc on va être très très heureux de t'écouter, Michel. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci à l'Université de Genève pour m'avoir décerné cette distinction dont je n'espérais pas qu'un jour elle pourrait m'être accordée. Merci à Ekaterina et à Emmanuel et à Isabelle pour cette introduction qui a dit déjà énormément de choses sur ce que j'ai essayé de faire au cours de ma carrière. En fait, si je n'avais pas été enseignant pendant plus de 10 ans, je n'aurais certainement pas pu mener à bien les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui. Ceux-ci sont, pour ma fin de carrière, une sorte de synthèse entre les questions que je me suis posées pendant la décennie de mon travail professionnel qui s'est exercé depuis, alors, pardon, je n'ai pas les nouvelles appellations, donc je prends, pour moi, j'en étais resté à 2P jusqu'à 7-8P. Voilà. Alors, il paraît que je n'ai pas appris le transcodage nouveau, mais je suis prêt à l'apprendre. Ou si vous préférez, du CE1, en utilisant le code français, jusqu'à des classes qui n'existent plus et qui sont les classes de fin d'études, c'est-à-dire celles qui préparaient à l'entrée dans le monde professionnel des élèves de 13-14 ans. Voilà. Et j'ai beaucoup appris de ces âges-là, notamment parce que j'ai toujours eu affaire à des élèves qui n'avaient pas réussi à aller au collège et qui donc étaient des élèves plutôt en difficulté et qu'il fallait néanmoins conduire à la réussite scolaire pour qu'ils puissent ensuite occuper des positions professionnelles. Donc, sans cette expérience, je crois que je n'aurais jamais pu me poser les questions que je me suis posées ensuite. J'ai fait des études de psychologie pour des raisons que je peux justifier aujourd'hui sans honte. En fait, les sciences de l'éducation, lorsque j'ai commencé, étaient des champs disciplinaires qui n'avaient pas la reconnaissance qu'ils méritaient. Et on m'a expliqué que si je voulais réussir à apporter quelque chose dans ce champ, il fallait d'abord que je passe par une sorte de carrière dans le champ de la psychologie et, si possible, de la psychologie développementale. C'était la période du grand succès de Piaget et aussi la période de la psychologie expérimentale par laquelle on pouvait espérer, dans des conditions de laboratoire, obtenir des résultats du type de ceux qu'on peut obtenir en physique ou en chimie. Donc j'ai fait ça. Voilà, j'ai fait des études de psychologie, je suis allé jusqu'à monter des unités de recherche CNRS et à développer des activités de recherche fondamentale avec des publications, comme le soulignait Emmanuel, dans des revues, alors qui ne sont pas le top de la psychologie. Je n'avais pas la formation de base permettant ça. J'étais aussi quelqu'un de relativement âgé quand j'y suis arrivé, mais si j'avais démarré plus jeune, peut-être aurais-je réussi. Voilà, en tout cas, j'ai fait ça. Pourquoi ? Parce que ça permettait de valider aux yeux de mes collègues
universitaire et surtout chercheur, une position scientifique qui justifiait que, à un certain moment, je me préoccupe de sujets qui étaient à l'interface entre la pratique professionnelle que je connaissais bien et la pratique scientifique qui était celle de la recherche. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, en 4 tableaux, c'est en quelque sorte une synthèse de cela. Comment est-ce qu'on peut essayer de faire fonctionner ensemble, avec la même honorabilité, des travaux qui sont issus plutôt de recherche fondamentale, qui cherchent, entre guillemets, la vérité, et des travaux de recherche, appelons-les pédagogiques, ce n'est pas un vilain mot, qui visent plutôt la réussite. 2 aspects différents qu'on peut essayer de faire fonctionner ensemble. En tout cas, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, on vous a dit beaucoup de choses, donc je vais passer sur les tout débuts. Voilà la démarche générale qui va guider les 4 tableaux que je vais présenter. Ces tableaux reposent en fait sur la même démarche depuis plusieurs années, depuis en fait une quinzaine d'années. Premièrement, identifier les difficultés spécifiques en lecture. Alors, ce n'est pas mon domaine de spécialité, mais en écriture, en rédaction, en mathématiques, en résolution de problèmes. Identifier les difficultés rencontrées par les élèves, soit en se référant aux recherches fondamentales, si, il y a des recherches fondamentales qui font apparaître des difficultés, d'ailleurs de manière récurrente, sans que forcément on ait abordé ou tenté d'aborder des tentatives de solution. Et puis, identifier des difficultés à travers les activités professionnelles des enseignantes ou des cadres de l'enseignement qui, là aussi, de manière récurrente, rapportent des difficultés bien précises sur lesquelles on a très peu d'actions, et notamment quelque chose qui m'avait déjà choqué quand j'étais jeune instituteur, avec des pratiques dont peu de gens se préoccupent de vérifier qu'elles sont efficaces. C'est probablement une des raisons pour lesquelles je vous présente aujourd'hui ces travaux. Alors pour cela, eh bien, on fait des bilans des avancées de la recherche. J'ai essayé de le faire en rédigeant des synthèses que vous pouvez trouver sur l'acquisition du nombre, sur l'acquisition de l'écrit, sur l'orthographe, parfois en collaboration avec des collègues. Et ces synthèses, elles ont un objectif, c'est mettre à la disposition... On ne gagne pas d'argent avec ce genre de choses. En fait, on cherche à mettre à la disposition d'un grand public ou de gens déjà très informés, donc des gens comme vous, des synthèses qui leur évitent de lire des milliers de publications, en général en anglais, et qui, en quelque sorte, donnent une sorte d'image de l'état de l'art à un moment donné. Et vous savez, l'état de l'art, il fait apparaître les forces d'un domaine, mais également les lacunes de ce domaine. Et c'est évidemment dans ces lacunes que nous allons essayer de nous immiscer pour essayer de rendre la réussite des élèves, de tous les élèves, la meilleure possible. Et pour cela, on va, partant des constats issus, je le répète, de la recherche fondamentale comme des professionnels, on va chercher à innover, mais un point très important, c'est que l'innovation ne garantit pas la réussite. On peut fabriquer des protocoles innovants, on peut, mais si on veut vraiment que l'innovation joue son rôle, il faut accepter que cette innovation soit une innovation contrôlée, c'est-à-dire qu'on puisse montrer que ce que l'on met en place, et moi qui ai vécu depuis bien longtemps les recherches en mathématiques, les réformes en France, en mathématiques modernes, en grammaire structurale, en vocabulaire, et qui les ai vues une à une être introduites, s'étioler, puis disparaître. Vous voyez,
je me suis toujours dit qu'on avait peut-être beaucoup perdu à ne pas se donner la peine de mettre en place sur des populations peut-être un peu limitées, mais représentatives, des sortes d'études pilotes, comme celles au moins 2 que je vais vous présenter, et qui permettent ensuite, avec un meilleur degré de certitude, de mettre en place des activités à l'échelle, c'est-à-dire sur une grande population. Voilà, c'est le propos que je me propose de tenir auprès de vous. Et pour ça, je vais aborder 4 thèmes. Alors, pas du tout dans l'ordre d'importance, c'est pas ce qui m'a guidé, c'est pas du tout ça. C'est le fait que, pour certains de ces thèmes, notamment les 2 premiers, nous avons réussi un passage à l'échelle. C'est-à-dire, nous sommes partis de travaux qui portaient sur une centaine d'élèves, parfois un petit peu plus, et nous sommes arrivés à 2000 élèves, avec autant d'enseignants, avec les cadres de l'éducation, et avec des évaluations qui ont une véritable signification quant à l'efficacité des dispositifs innovants mis en place. Donc, je vous parlerai d'abord de la résolution de problèmes, un des points qui vient d'être évoqué comme étant problématique, pas seulement en francophonie, mais dans tous les pays du monde. Je vous parlerai aussi d'une thématique qui n'a que 20 années en fait d'actualité, c'est comment introduire des activités, appelons-les arithmétiques, mathématiques est peut-être un grand mot, à l'école maternelle, donc pour le pays dans lequel je vis, à partir de 3 ans, est-ce qu'on peut construire des dispositifs pouvant amener les enfants à progresser dans ce domaine de façon à ce que, à l'arrivée à l'école élémentaire, on ait en quelque sorte rétabli ou établi une relative égalité pour tous les enfants, puisqu'on sait très bien aujourd'hui que dès l'âge de 3 ans, nous avons des différences interindividuelles qui sont un très fort reflet des différences socio-économiques. Donc, vous voyez, intervenir très précocement pourrait garantir qu'à l'entrée à l'école élémentaire, on ait rétabli une relative égalité. Et puis, donc ça, ce sont les 2 domaines dans lesquels nous avons pu obtenir un passage à l'échelle. Et puis les 2 derniers, je dirais malheureusement, pour l'un, nous avons des travaux de type intermédiaire un peu, mais c'est plutôt une étude pilote, avec une bonne efficacité, mais qui n'a pas pu être étendue pour des raisons indépendantes de notre volonté. Et puis la dernière, qui a souffert de la pandémie et qui ensuite n'a pas réussi à séduire un groupe d'étudiants, d'enseignants pour le passage à l'échelle. Voilà. Bon courage. Donc, si vous voulez bien, maintenant je vais évaluer le temps qui me reste. Donc, j'essaie de tenir un petit peu moins d'1 heure pour l'ensemble de ces questions. Donc, je vous présente là un travail sur la résolution de problèmes arithmétiques à partir d'un constat qui est issu essentiellement de la recherche fondamentale. Vous pourrez lire ce texte puisqu'il sera mis à votre disposition, mais pour résumer et aller vite, on peut dire que depuis une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, on s'est aperçu au plan international que, en tout cas, l'une des composantes qui explique la faiblesse des performances des élèves, que ce soit en 3e primaire, en CE2, que ce soit en CM, que ce soit en 6e, une des composantes essentielles qui explique ces échecs ou ces difficultés relevait non pas des mathématiques ou de l'arithmétique, mais de la compréhension de texte. Donc vous voyez un renversement assez complet, et il y a eu beaucoup de travaux dans lesquels des chercheurs ont commencé à manipuler les textes pour les rendre plus accessibles. Par exemple, en introduisant un vocabulaire plus simple,
en faisant appel à des situations plus proches du vécu des enfants, en modifiant les formes syntaxiques, des aménagements qui visaient une meilleure compréhension. Autrement dit, c'était bien la compréhension qui était l'objectif. Et malgré ça, on n'a pas vu progresser les performances des élèves, en tout cas au niveau des évaluations internationales. Et donc, nous nous sommes emparés de ce résultat en allant regarder de manière un peu plus précise et sur de très grandes populations, en l'occurrence les évaluations nationales de France, ce qu'il en était. Et on s'est aperçu que nous retrouvions un phénomène, c'est-à-dire que les difficultés en résolution de problèmes chez les élèves français s'expliquaient statistiquement, c'est important, à 66%, 2/3, par des difficultés de compréhension des énoncés. Et donc nous avons décidé d'intervenir sur cette compréhension directement. Et pour ça, nous nous sommes appuyés sur un deuxième constat, un peu moins fréquent, c'est que beaucoup d'élèves qui, lorsqu'ils sont en difficulté de compréhension de l'énoncé, d'imagination de la situation, se mettent à effectuer des calculs inappropriés, ou plus exactement, sans contrôle sur les opérations qu'ils réalisent. Et donc, l'idée qui nous est venue était de retirer les données numériques dans un premier temps pour contraindre les élèves à travailler sur l'énoncé, sur la compréhension de la situation à l'aide de paraphrases, à l'aide de reformulations, à l'aide de mimes, à l'aide de simulations. Autrement dit, nous avons décidé d'essayer de convaincre des enseignants, qui sont devenus d'ailleurs de plus en plus nombreux, et des formateurs, qu'on pouvait essayer d'élaborer un dispositif qui se centre d'abord sur la compréhension des énoncés, puis introduise les données numériques. Au fond, on espérait garantir ainsi que les opérations réalisées seraient des opérations en congruence avec ce que la compréhension de l'énoncé pouvait apporter. Voilà. Donc, voici le bilan du travail que nous avons effectué. Il porte sur une très grande population dans le nord de la France, puisque c'est là que les volontaires sont apparus, c'est là que les cadres de l'éducation se sont mobilisés, et donc on a travaillé d'abord au CE2, puis au CM1. Alors, pardon pour les G3, G4, G5, vous ferez le transcodage vous-même. Et nous avons utilisé, pour être le plus sûr possible de la validité de nos résultats, un protocole dans lequel nous avons comparé deux situations qui nous étaient le plus défavorables possible. Nous avons mis en place un groupe, appelons-le expérimental, qui travaille avec des énoncés dépourvus de données arithmétiques dans un premier temps, puis les données numériques étant introduites dans un second temps, et d'autre part un groupe contrôle qui, lui, travaillait d'emblée avec les énoncés tels qu'on les utilise habituellement. En quelque sorte, nous nous confrontions à la situation la plus délicate, qui était celle d'une pratique traditionnelle et contre celle d'une innovation qui privilégiait l'activité de compréhension. Donc, nous avons fait ça, et pour l'illustrer, je vous présente le protocole tel qu'on pourrait le commenter si nous avions un peu plus de temps et qui présente la démarche. Vous voyez, la compréhension est une activité quasi autonome pendant un certain temps, et il a fallu évidemment avoir l'aval des enseignants et les former pour cela. Puis les élèves réalisent des schématisations qui sont d'abord, alors on pourrait les étudier, nous ne l'avons, en tout cas je n'ai pas le temps de le présenter, mais qui sont souvent au début des illustrations, puis au fil des mois, car ça dure plusieurs mois, au fil des mois vont devenir
des schématisations au sens où l'entendent les gens qui travaillent en résolution de problèmes. Et enfin, on introduit les données numériques, et là, on a la solution. Vous avez un schéma qui résume un peu l'évolution du protocole. Après cela, eh bien, je peux vous présenter une partie des résultats. Je ne peux pas vous présenter tout en même temps. J'ai donc choisi le protocole qui a été le premier mis en place et celui qui a le mieux réussi pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, si vous voulez, au moment des questions. Donc, vous voyez, on a à peu près 500 élèves, on a à peu près la moitié dans le groupe expérimental, l'autre moitié dans le groupe traditionnel. On a une liste de 92 énoncés de problèmes qui ont été élaborés par un de nos collègues inspecteurs qui les avait élaborés plusieurs années avant et qui ne les avait pas utilisés. Et nous avons donc pour chaque énoncé présenté deux versions. Je pense que c'était présenté avant. Une version sans les données numériques qui étaient introduites après, et pour l'autre groupe, des versions qui comportaient directement les données numériques. Alors voilà, je vais vous présenter deux résultats, et seulement deux. Donc on a des élèves de cours élémentaire deuxième année. J'ai besoin de regarder ceci. Vous voyez, vous avez à votre gauche le groupe qu'on appelle contrôle actif, c'est-à-dire ceux qui utilisent l'approche traditionnelle. Vous avez le pré-test en janvier et le post-test en mai. Vous voyez qu'il y a une amélioration, heureusement, des performances de ces élèves, et cette amélioration n'est pas significative. Voilà. Et puis vous avez le protocole expérimental. Vous voyez, les élèves du groupe expérimental comme les élèves du groupe contrôle ont à peu près les mêmes scores au tout début de l'année, en janvier, de l'année civile. Et puis pendant 12 semaines, donc, ils effectuent un travail différent selon qu'ils sont dans le groupe expérimental ou dans le groupe traditionnel, et vous voyez que le groupe expérimental au mois de mai, grisé orange, a une performance qui est significativement supérieure à celle du groupe traditionnel. Et chose très importante qui est très rarement faite dans les types de travaux conduits avec l'esprit qui est le nôtre, nous avons... Alors, je précise que les épreuves qui ont été données en tout début d'année, donc au mois de janvier, et en fin d'année, c'est-à-dire après la fin de la recherche elle-même, ce sont des tests standardisés. Autrement dit, nous n'avons pas travaillé avec nos propres outils d'évaluation, nous avons fait appel en fait à des améliorations ou des légères modifications des épreuves de la WISC. Et nous avons repris ces mêmes épreuves en ajoutant d'autres au mois de septembre suivant, c'est-à-dire après les vacances. Pourquoi ? Parce que nous voulions évaluer dans quelle mesure les résultats que nous avions obtenus au mois de mai étaient stables malgré la période de vacances. Et comme vous le voyez, c'est le cas. Alors, on ne l'a pas fait pour le contrôle actif. D'abord, c'est très compliqué d'avoir les groupes contrôle. On n'a pas réussi. Donc, nous nous sommes cantonnés au groupe expérimental. Et ce que vous voyez, c'est que le groupe expérimental a des performances au mois de septembre, après les vacances, qui sont restées stables par rapport à ce qu'elles étaient au mois de mai. C'est un très joli résultat. Il est très rare, puisque vous savez peut-être qu'on a, en tout cas pour les enfants de milieux défavorisés, des baisses systématiques de niveau de performance, alors associées à la période des vacances d'été. Mais le deuxième résultat est peut-être encore plus important pour nous tous. Plutôt que de nous intéresser à la moyenne aux performances, nous nous sommes intéressés aux inégalités. Donc, appelons ça la dispersion statistique. Et là, nous avons un résultat qui est probablement le résultat le plus important. Vous avez le groupe contrôle actif, et ce que vous voyez sont des indicateurs d'inégalité.
vous voyez que l'indicateur d'inégalité augmente avec l'approche traditionnelle. Autrement dit, on a plus d'inégalités à la fin de l'année qu'on en a au début. Alors, ça peut vous paraître bizarre, mais figurez-vous que nous avons en France un organisme qui s'appelle la Direction de l'évaluation des performances des élèves, et cette direction vient de publier au mois d'août de cette année les résultats d'une enquête portant sur des dizaines de milliers d'élèves qui montrent que, en mathématiques particulièrement, l'approche traditionnelle fait que les inégalités s'accroissent entre le cours préparatoire et le cours moyen deuxième année. Alors que si vous regardez ce que nous obtenons avec le groupe expérimental, nous observons qu'il y a une baisse des inégalités, autrement dit la dispersion est moindre, les élèves au fond réussissent à peu près de plus en plus de la même façon, et surtout, ça reste vrai à la rentrée suivante. Voilà, c'est un très beau résultat qui suggère que la mise en place d'un protocole adapté à une difficulté est susceptible, a priori, de la résoudre, en tout cas d'améliorer les performances, peut être mis en place, et ce sera ma première conclusion. Voilà. Deuxième tableau. Alors, pardonnez-moi, je regarde. Ouais, c'est pas mal. Deuxième tableau, il concerne une étude qui s'est déroulée en plusieurs épisodes. On a d'abord fait une étude pilote dans ma ville natale, dans ma ville de résidence. Ensuite, nous avons fait une deuxième étude à Clermont-Ferrand avec un nombre restreint d'enseignantes à l'école maternelle, c'est-à-dire pour nous 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà. Et l'idée de ce protocole, c'était d'introduire chez des enfants très jeunes, avec une façon d'enseigner, et notamment avec un matériel, avec des activités assez particulières, toutes extraites des travaux de recherche fondamentale conduits au cours des 20 dernières années. Donc, introduire une activité qui soit susceptible, non pas d'enseigner les mathématiques, ne rêvons pas, mais d'offrir aux élèves des occasions de manipuler, mentaliser, puis symboliser des données numériques. Et donc, nous avons étendu ce travail, à nouveau dans la région nord de France, parce que c'est là que nous avons trouvé d'abord un sous-groupe d'élèves qui étaient d'enseignants qui étaient favorables, et également de cadres de l'éducation. Et ensuite, il y a eu une sorte d'agglomération des enseignants qui ont voulu, de plus en plus nombreux, entrer dans ce protocole. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui le résultat d'un protocole qui est rédigé, qui est soumis, il est en révision, donc on peut espérer qu'il sera publié. Mais depuis, nous avons mis en place une deuxième cohorte pour laquelle nous avons collecté des données de moyenne section, donc 4 ans, grande section, 5 ans, et pour laquelle nous allons suivre les élèves en première primaire, puis en deuxième primaire. Alors, en première primaire, en deuxième primaire, on ne fait rien, on n'intervient pas. Simplement, on cherche à évaluer dans quelle mesure, contrairement à ce qui a été observé dans les grands travaux de ce type aux États-Unis, notamment avec Head Start ou plusieurs autres, nous cherchons à évaluer dans quelle mesure ce que nous avons mis en place à l'école maternelle est susceptible de réduire les inégalités en première année primaire et en deuxième année primaire. Alors, nous sommes en train de collecter les résultats de la deuxième année primaire, puisqu'il y a des évaluations nationales, et le gros avantage de ce travail, c'est que
ces évaluations-là, ça n'est pas nous qui les construisons, elles sont construites et standardisées, et donc les résultats que nous obtiendrons, quels qu'ils soient, seront des arguments forts, soit pour renoncer à certaines activités, soit au contraire pour les poursuivre, et nous sommes plutôt incités à les poursuivre. Voilà. Donc, tout ça, vous le savez, il y a de fortes disparités sociales dès l'âge de 3 ans, partout. Ces disparités sociales sont très liées au niveau socio-culturel des parents. On ne sait pas très bien pourquoi. On ne sait pas très bien, d'autant plus que les travaux qui ont été conduits pour étudier les relations parents-enfants ne donnent pas de données vraiment probantes. Et donc, nous avons opté pour la mise en place de travaux de type collaboratif en formant des enseignants à ce qu'est le développement numérique. Donc, je vous donne un aperçu de celui-là. Il y a énormément de travaux. C'est un domaine dans lequel les publications sont très nombreuses. Si vous êtes passionné par ça, vous pourrez trouver dans le petit que sais-je sur l'acquisition du nombre une synthèse de tous ces travaux, sachant qu'il en paraît encore presque chaque semaine. Et on a une sorte de trajectoire moyenne de l'apprentissage du nombre entre 3 ans, 3 ans et demi et 5-6 ans. Et cette trajectoire, il semble qu'elle soit très proche, que l'on soit aux États-Unis, en Angleterre, en France. Alors, les choses sont un peu différentes quand on est dans les pays d'Asie du Sud-Est où, pour des raisons sans doute à la fois culturelles et linguistiques, les situations langagières ne sont pas tout à fait les mêmes. En tout cas, voilà, nous nous sommes appuyés sur ces données-là. Vous voyez, là, c'est la recherche fondamentale qui apporte des outils. Par exemple, je ne sais pas ce que vous pensez du nombre 3, mais la plupart des enseignants avec lesquels nous avons travaillé considéraient que le nombre 3, c'était vraiment très facile et on pouvait passer vite. Et en fait, quand on regarde ce qu'est le traitement de la quantité 3, la décomposition de 3, la compréhension de la production de 3 ou de l'évaluation de 3, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout vrai et que travailler la quantité 3, c'est une question très importante, notamment pour les enfants qui arrivent à 3 ans à l'école maternelle, car on a des disparités extrêmement fortes. Donc nous avons fait le choix d'un protocole tout à fait particulier, qu'on appelle le protocole des ours. Alors, je vais justifier pourquoi des ours. Nous avions besoin de quelque chose qui soit ludique. Bon, les ours, ça marche bien avec les petits-enfants, et on peut avoir, avec les ours, une famille qui va nous permettre d'avoir au départ 2 personnes, papa, maman, pardonnez-moi, hein, c'est tellement simple, simpliste, et on va avoir des enfants qui vont apparaître. Et ces enfants vont évidemment occuper une maison. Dans cette maison, ils vont avoir des lits. Tous les personnages vont avoir des lits, vont avoir des assiettes, vont avoir des couverts, vont avoir des bicyclettes, toute une série. Alors pourquoi autant de choses différentes? C'est parce que la notion de cardinal est une notion abstraite et que pour qu'elle soit construite, il faut la plus grande diversité associée à une quantité donnée. Donc on va, en quelque sorte, amener les enfants à manipuler des cardinalités en espérant qu'ils construiront la notion de cardinal. Alors, on a aussi la possibilité, parce que ces ours vont avoir des tailles différentes, donc on va pouvoir travailler en même temps, alors que dans la littérature, et notamment chez Piaget, l'idée de sériation est une notion tardive. Alors que, évidemment, dans le même temps, si vous lisez bien Piaget, par exemple Mémoire et intelligence, un vieux machin, hein, mais très, très, très éclairant, vous lirez que, bien sûr, les enfants échouent quand on leur donne 6 réglettes ou 7,
Et puis à un moment, ils réussissent, mais quand on leur en donne une 7e ou une 8e et qu'ils doivent la placer, là, ils sont en difficulté. Et en même temps, Piaget écrit que pour des quantités comme 3 et 4, on a des îlots de réussite. Et donc, notre raisonnement est assez simple, c'est est-ce qu'on peut imaginer qu'en travaillant avec une famille qui a papa, maman, puis plus 2 enfants, donc 4, on peut avoir un travail sur la sériation, sur l'ordinalité, etc. Et donc, c'est ce que nous avons fait, et puis nous avons ajouté des travaux sur les transformations. Alors, vous avez ici toute une liste à la fois d'activités et d'épreuves sur lesquelles nous avons évalué les enfants, avec des jeux, bien sûr, avec des situations concrètes. Nous avons évalué la connaissance des chiffres, nous allons évaluer la capacité de créer des collections de n entités, 3, 4, 5, la capacité de donner des quantités données, etc., la sériation, et même des opérations. Je vous présenterai quelques résultats tout à l'heure. Et le protocole lui-même va s'articuler autour de 3 notions. Vous les avez ici, et vous avez des illustrations qui sont des petites photos prises au cours des activités. La cardinalité, c'est une notion abstraite, et cette notion abstraite exige en fait beaucoup de temps et de manipulation et d'abstraction pour que les enfants parviennent à la maîtriser. L'ordinalité, je viens de m'étendre un peu sur elle et donc je n'y reviens pas, avec un principe qui est le principe du successeur et du prédécesseur. Quand on ajoute un élément, alors on avance d'un rang dans la chaîne des noms de nombres. Si j'ajoute 1 à 3, alors j'obtiens 4 et je dis 3 et 1, 4, etc. Et puis, ce qu'on appelle des transformations, je vous montrerai tout à l'heure. Et pour chacune des situations, c'est le plus important, nous avons formé les enseignants pour que, premièrement, ils fassent manipuler, mais qu'ils comprennent que manipuler ne sert à rien si on s'en tient à la manipulation. Deuxièmement, nous les avons convaincus, je pense, que l'une des étapes très importantes, c'est la mentalisation. Pardon pour ce terme. Mentaliser, c'est imaginer les situations. Par exemple, on a vu des boîtes, on les a vues remplies avec des jetons, on enlève les boîtes et les jetons et on va travailler en incitant les élèves à imaginer, à repenser, à mentaliser ces boîtes. Et puis, et plus tard seulement, nous passerons à la symbolisation, c'est-à-dire à une situation où il n'y a plus de relation, comme disent les linguistes, entre le signifié, la quantité, et le signifiant, c'est-à-dire le signe qu'on utilise, les chiffres arabes ou bien les noms de nombres. Donc nous avons essayé d'obtenir des enseignants qu'ils respectent cette progression et qu'ils n'aillent pas tout de suite aux signes abstraits et qu'ils n'aillent pas tout de suite aux opérations, les opérations relevant plutôt de l'école élémentaire. Enfin, nous avons utilisé ce qui constitue des propédeutiques aux opérations, c'est-à-dire des activités de manipulation de quantité à travers, je viens de l'évoquer, des boîtes, comme celles que vous voyez, dans lesquelles on peut placer, ce sont des boîtes opaques, autrement dit, une fois que quelque chose est placé à l'intérieur, les élèves ne voient plus ce qu'il y a et il leur est demandé de reproduire, alors soit par eux-mêmes avec un matériel équivalent, soit en allant chercher des entités analogiques comme les dés, comme les dominos, en utilisant leurs doigts, et ensuite seulement, on leur demandera de manipuler des données abstraites telles que les chiffres indo-arabes. Voilà, donc je vous présente rapidement, il faut que je vérifie, je vous présente, je suis déjà loin, non ?
Dites-moi, j'ai l'impression que je n'ai utilisé qu'une demi-heure, en fait. C'est ça? Combien? Une grosse demi-heure. Bon, mais c'est bien, parce qu'il me reste 2 tableaux qui sont forcément... Donc, je vous présente... Alors, je pourrais vous présenter le détail de tous les résultats. Je ne le ferai pas parce que ce serait trop long. Ce que je vous montre ici, c'est que, épreuve par épreuve, on compare, on a toujours un groupe contrôle. On compare les performances du groupe contrôle aux performances du groupe expérimental. C'est pas toujours significatif, mais ça l'est très souvent. Et surtout, vous voyez, on peut s'amuser comme ça en prenant des moyennes sections à vous dire, vous voyez, à gauche, c'est avant tout travail, donc c'est à la fois groupe contrôle et groupe expérimental. Vous voyez que les niveaux de performance ne diffèrent pas significativement. Et vous avez à droite les résultats quelques mois plus tard. Attention, ce n'est pas la même échelle, hein, donc ne vous trompez pas. Ça montre une différence qui est significative et qui vaut pour tous les groupes expérimentaux, qui montrent que les groupes expérimentaux reconnaissent mieux les chiffres que les enfants du groupe contrôle. Vous avez la même chose pour une notion que nous avons incité les enseignants à introduire, c'est la notion de autant, une notion fondamentale qui n'est pas l'équivalent de pareil, parce que si vous utilisez pareil, vous avez des possibilités que ce soit aussi la couleur, que ce soit aussi la forme, alors que autant ne porte que sur la quantité. Et à nouveau, pour autant, on a une différence qui devient très importante avec des élèves qui au début sont au hasard. Quand on leur dit autant, ils choisissent tantôt le plus, tantôt le moins. Et à partir du moment où ils ont été mis en situation d'avoir à manipuler, à entendre ce terme et à l'utiliser eux-mêmes, on a des performances qui sont très supérieures. Et puis, même chose pour l'addition. Alors, ce n'est pas des additions, ce sont des transformations. Jamais on utilise de signes comme plus ou moins, mais voilà. Et alors, ce qui est important, c'est ceci, c'est-à-dire, si on prend les mêmes élèves, vous voyez, 5 mois plus tard, donc à la rentrée des vacances, ils ne sont plus en grande section maternelle, ils sont en première primaire. Et donc, ils passent toutes les épreuves standardisées auxquelles ils sont soumis en France. Et là, on a un résultat qui est malheureusement que les non-REP continuent à avoir une meilleure progression que les REP. On a toujours une différence, mais ce que vous voyez ici, c'est que la progression des non-REP qui sont en bleu est relativement faible, alors que pour les enfants de type REP, c'est-à-dire les enfants les plus défavorisés, on a une progression qui est significative et qui conduit à être assez optimiste. Les données que nous avons cette année avec la nouvelle cohorte tendent à conforter ceci et donc à nous inciter à poursuivre, probablement en modifiant un peu certaines activités de moyenne et grande section maternelle et en travaillant sur la petite section. Voilà, vous avez la synthèse qui reflète ce que je viens de dire. Troisième tableau. Là, je peux passer relativement plus rapidement puisque la publication est faite. Ça a été une étude pilote, c'est-à-dire nous n'avons pas pu passer à l'échelle, alors que les enseignants qui ont été impliqués continuent à utiliser le protocole tel qu'il avait été élaboré. Ce protocole a été élaboré à Clermont-Ferrand et il voulait répondre à une difficulté orthographique bien précise, c'est l'utilisation de la morphologie dérivationnelle en français. Alors, on ne va pas perdre beaucoup de temps. La morphologie dérivationnelle, c'est ce qui permet de fabriquer un mot avec d'autres mots, hein, petit, petite, grand, grande, agrandir, etc.
Et il se trouve que beaucoup de mots du français sont terminés par des lettres muettes. Petit, un T, grand, un D. Et que ceci peut être découvert, non pas directement en entendant ces mots, mais en les rapprochant de mots de la même famille. Et donc, nous avons pris le parti de mettre en place, d'élaborer un protocole sur plusieurs semaines, en le construisant avec des enseignants, avec des inspecteurs et des conseillers pédagogiques et avec des étudiantes qui étaient des étudiantes en orthophonie. Ce protocole a été élaboré, il est disponible et nous l'avons utilisé. Vous avez ici une idée des épreuves qui ont été, utilisées. Alors, on a des épreuves qui sont des épreuves contrôle, la dictée de mots, les VIP, pour évaluer le vocabulaire, etc. Et puis, nous avons des épreuves d'entraînement. Alors, par exemple, on demande aux enfants d'établir des définitions avec des vrais mots ou avec des pseudo-mots. On demande aux enfants de déterminer quel est le radical d'une série de mots. Vous voyez, trouver grandir dans agrandissement, dans grandeur, etc. Et puis, on leur demande surtout, et c'est l'épreuve pour nous la plus importante, de produire des mots ou des pseudo-mots à partir d'une racine qui leur est fournie et d'une définition qui vaut ce qu'elle vaut, du style, si quelqu'un fait blure, alors c'est un blureur, ou des choses comme ça, qui peuvent vous paraître d'un niveau d'imbécilité assez élevé, mais qui marche assez bien avec les élèves. Donc, je vous présente les principaux résultats, parce qu'ils valent la peine, je crois. J'ai oublié de vous dire. Si on veut comprendre pourquoi nous avons fait ça, c'est qu'il faut que vous imaginiez que presque tous les travaux portant sur la morphologie dérivationnelle, celle que je viens de définir, presque tous ces travaux ont été réalisés à propos de la lecture. C'est-à-dire, on a montré, au fil des 20 dernières années, à travers une multitude de travaux, qu'on pouvait, en préparant les élèves à faire de l'analyse morphologique à l'oral, à le faire à l'écrit, à l'utiliser pendant le décodage, puis, plus récemment, à l'utiliser pour comprendre le sens des mots. Il y a toute une série de travaux, notamment Casalis, Deacon au Québec, etc. Et ces travaux ont des résultats positifs, mais pratiquement aucun d'entre eux ne porte sur la production. Or, pas de chance. Il se trouve que c'est en production qu'on a les erreurs les plus importantes et surtout de manière récurrente. Vous voyez, ça, c'est le résultat des professionnels qui nous disent « bon, c'est bien, on est content que ça aide à comprendre les textes en lecture, mais si vous pouviez nous aider aussi à découvrir ce qu'on peut faire en production écrite, ça nous aiderait encore plus parce que c'est là que nos élèves commettent le plus d'erreurs. » Et donc, c'est dans cet esprit que nous avons établi ce protocole. Alors, je vous montre les résultats. Vous allez voir, il y a 3 diapositives. La première, vous avez un groupe contrôle qui est en bleu, groupe témoin, et vous avez un groupe expérimental qui est vu à plusieurs périodes. Vous voyez, il est vu évidemment au pré-test, il est vu en T1, c'est-à-dire à la fin, tout de suite à la fin de l'expérience, il est vu en T2, 1 mois et demi après la fin de l'expérience, et il est vu en T3 à nouveau à la rentrée, et même au mois d'octobre. Alors, pourquoi est-ce que ce résultat est très intéressant? C'est parce que le groupe témoin, qui a continué à travailler dans les classes, évidemment, n'a absolument pas progressé dans cette épreuve, qui est l'épreuve extraction du radical. Alors que le groupe expérimental, d'une part, a d'emblée progressé. Vous voyez tout de suite, le pré-test et T1, on a tout de suite une montée et ensuite on a une stabilisation. Et chose très importante, cette stabilisation, elle vaut encore à la rentrée suivante. Ça, c'est pour, en quelque sorte, la capacité, très proche d'ailleurs de la lecture, la capacité d'analyser des mots que l'on rencontre
pour en découvrir le radical. Deuxième épreuve, fournir des définitions. Alors, vous avez à nouveau le groupe témoin. Vous voyez que dans ce cas-là, le groupe témoin progresse modérément, mais progresse, normal, il travaille, hein, et les enseignants enseignent et les élèves apprennent, sauf que l'enseignement ne porte pas de manière focalisée sur la question abordée. Et là, ce que vous voyez, c'est que le groupe expérimental, lui, il progresse à nouveau très vite et à nouveau, on a une stabilisation des performances. C'est-à-dire que le test de la rentrée donne des résultats équivalents au test de la sortie au mois de mai ou de juin. Et enfin, peut-être le plus important, c'est ce résultat-là, c'est un test de production des formes et, comme vous le voyez, le groupe témoin ne progresse que très très peu, alors que le groupe expérimental, lui, parvient à progresser et à maintenir presque intégralement le niveau de performance. On a une légère baisse, elle n'est pas significative, au mois d'octobre. Et donc, nous avons été particulièrement heureux, à la fois l'inspectrice, la conseillère pédagogique et tous les enseignants qui étaient concernés, d'avoir ces résultats, et ceux-ci continuent à utiliser le protocole. En revanche, pour des raisons institutionnelles, nous n'avons jamais pu, d'une part, passer à l'échelle, c'est-à-dire apparemment ça n'a séduit aucun autre cadre de l'éducation et aucun n'a souhaité, vous voyez, c'est le contraire de ce qui s'est passé à Lille où on a été à un certain moment débordé par la demande à tel point qu'on n'arrive plus à avoir de groupe contrôle. On n'a plus que des groupes expérimentaux, ce qui est un petit peu problématique quand on fait de la recherche. Et donc ici, on n'a pas pu passer à l'échelle, il n'y a pas eu de volontaires, ça n'a pas passionné ou intéressé même les cadres, et d'autre part, on n'a pas pu non plus passer. Alors, une autre façon de passer à l'échelle, c'était d'essayer d'introduire ce type de protocole en évaluant les performances en production écrite. Voilà. Et évidemment, c'est très gênant puisque, comme je vais vous le montrer dans le dernier tableau, ça va ? Dans le dernier tableau, eh bien, c'est un problème critique. La difficulté de l'orthographe du français, notamment en ce qui concerne les finales, ça n'est pas seulement de connaître les finales, d'être capable de les déterminer, c'est être capable de les mettre quand c'est nécessaire. Et donc, une dernière démarche qui n'a jamais réussi à passer l'échelle, et pourtant on avait bien avancé, c'est celle de la mise en place des accords sujet, verbe et autres. Alors, je vous ai rappelé quelques éléments de base que vous connaissez probablement, la morphologie flexionnelle, le pluriel, mais aussi les formes verbales, mais aussi le féminin. En français, c'est quelque chose qui est la plupart du temps sans marque phonologique. Et donc, on doit savoir qu'il faut mettre un S ou un T, mais on n'a aucune trace phonologique de ces marques, sauf avec quelques verbes, et notamment les verbes les plus fréquents comme aller, comme venir, comme être ou avoir. Et donc, c'est un véritable problème pour les enseignants qui, à la fois, doivent enseigner ces marques et leur utilisation, les élèves qui doivent ensuite les mobiliser, les adultes aussi d'ailleurs, pour écrire les messages au cours d'activités qui sont en général non pas centrées sur l'orthographe, mais centrées sur la rédaction de textes qui soient des textes pertinents répondant à une demande. Donc nous avions commencé à travailler sur ce thème dans les années 1900, début des années 90, et puis jusqu'en 1999, et vous avez un résultat
qui a été publié dans la Revue française de pédagogie. Donc l'avantage, c'est qu'il est accessible à tous. Il est signé en premier par Marie-Thérèse Thévenin, qui était conseillère pédagogique. Et nous avions obtenu, en l'espace de 3 semaines, à travers un entraînement très ciblé, assez behavioriste en fait, nous avions obtenu des résultats très encourageants avec des élèves qui, en CP, en CE1, en CE2, 1P, 2P, 3P, etc., avaient réussi à augmenter leur performance dans les accords des noms, les accords de l'adjectif et, dans une moindre mesure, les accords des verbes. Et puis on en était resté là, à nouveau pour des raisons institutionnelles, cette fois. C'est parce qu'on n'avait pas les autorisations pour aller amplifier, diffuser ce genre de travail. Donc on avait laissé. Et puis, à la veille de la pandémie, il se trouve que j'ai eu l'opportunité dans ma ville natale, celle où je réside, de pouvoir travailler avec un groupe d'enseignants, d'inspecteurs et de conseillers pédagogiques qui étaient intéressés par cette question et qui se préoccupaient du fait que des enseignements dispensés qui aboutissaient à des améliorations de performance sur des exercices bien limités n'aboutissaient pas à ce que les élèves, dans des activités de production écrite, réutilisent les marques qui leur avaient été enseignées et les fonctions correspondantes. Et donc, nous avons décidé, avec un groupe d'enseignants, plusieurs constellations, comme on disait à l'époque, nous avons décidé d'utiliser une démarche en 4 points avec les enseignants. Premièrement, nous avons raisonné de la façon suivante. On ne peut pas évaluer valablement ce que font des élèves dans un texte si on n'a pas préalablement, en ce qui concerne l'orthographe flexionnelle, déterminé à coup sûr qu'ils connaissent les marques et qu'ils savent les utiliser. Autrement dit, le premier travail, c'est de s'assurer que les marques sont connues et que les élèves les utilisent à bon escient quand on leur demande de le faire, c'est les tout débuts, puis quand on appelle leur attention sur ces marques, même si on ne leur dit pas exactement lesquelles employer, et ensuite dans des dictées, alors des dictées assez particulières comme vous verrez, parce que ce sont des dictées qu'on aménage pour que les élèves n'aient pas à gérer en même temps des mots qu'ils ne connaîtraient pas et puis des situations qu'ils auraient de la peine à imaginer. Et enfin, dans des travaux de production écrite, là aussi, avec un aménagement très particulier, puisque ce que nous essayons de faire, c'était de partir d'une préparation orale assez intense, de veiller à ce que tout le lexique nouveau soit fourni et à ce que des éléments de syntaxe difficiles soient également fournis. Alors, je vous présente les résultats rapides et évidemment discutables, puisque c'est une étude pilote portant sur un petit nombre d'élèves. Donc, on a un apprentissage qui dure 12 semaines, avec des activités de copie, de transformation, de complétement. Ce sont des activités toutes très brèves, 10 minutes au plus, variées, de sorte que les élèves ne s'ennuient pas, ne soient pas submergés du point de vue de l'attention, et on va évaluer les performances des élèves. Alors vous voyez par exemple, pour les marques, pour le nom, on a des cas où les élèves doivent sélectionner le nom pertinent ou bien l'image pertinente. Vous présentez une image, vous proposez 2 étiquettes avec des mots et ils doivent choisir. Et ils doivent choisir soit en présence d'un déterminant, les chiens, donc il y a la marque à lait et la marque à chien, et puis dans la moitié des cas, ils n'ont que chien tout seul, avec ou sans S. Autrement dit, ils ne peuvent pas se référer simplement à l'oral, il faut qu'ils apprennent à détecter le critère qui est la marque du pluriel des noms. Et vous avez un pré-test
voilà, et un post-test, il y avait 8 exercices. Donc, et vous voyez que entre le pré-test et le post-test, on a une amélioration dès qu'on a le nom tout seul. Autrement dit, les enseignantes étaient arrivées à obtenir des élèves qu'ils soient capables de repérer que le nom était au pluriel simplement avec la présence du S. Même question avec le verbe. Vous voyez, le verbe peut être seul ou précédé d'un pronom. Et comme vous le voyez au pré-test, ça ne fait pas une très grande différence. C'est un peu mieux avec le pronom plus verbe. Mais surtout, ce que vous voyez, c'est qu'à la fin des entraînements, on obtient un score qui est très élevé et qui ne laisse pratiquement plus de différence interindividuelle, puisqu'on est presque au plafond des performances. En d'autres termes, après une première série d'activités d'enseignement, on est arrivé à nous assurer et à faire que les enseignantes soient assurées de la performance de la connaissance des marques du pluriel, aussi bien pour le verbe que pour le nom, et en l'absence de toute aide de type phonologique, ce qui est le cas du français. Ensuite, nous avons utilisé une épreuve classique que vous connaissez tous, qui est l'épreuve reine des ouvrages traditionnels d'enseignement de l'orthographe. Ce sont les épreuves de complétement. Donc on donne des phrases avec les marques qui manquent ou pas sur le nom, sur l'adjectif, sur le verbe. Et vous avez, alors ici, vous avez des phrases du type nom, verbe, nom, et vous avez ici des phrases du type nom, adjectif, verbe. Et on regarde comment les enfants se comportent. Vous voyez que sur les noms, on est presque au maximum. Vous voyez que ce n'est pas le cas avec les verbes. On n'a pas réussi, en tout cas sur la durée qui a été celle des enseignements dispensés, à faire que la connaissance sur les verbes soit aussi bonne qu'avec les noms. Et vous voyez un résultat aussi très intéressant qui pose un problème qu'on a retrouvé quand on a travaillé récemment au Luxembourg avec l'apprentissage du français en L2, c'est que quand le nom n'est pas tout de suite au début, suivant le déterminant, alors les performances sont moins bonnes. Autrement dit, la question qui est posée ici, c'est celle de la consolidation de l'utilisation de marques qui sont connues, mais qui, dans certaines conditions, ne sont pas utilisées. Et ça, c'est un véritable problème, c'est un casse-tête pour tous les enseignants. Alors, vous avez ce cas-là, où vous voyez que les adjectifs progressent beaucoup au post-test. Vous voyez aussi que les verbes progressent, mais on est loin, enfin on est loin. On n'est encore pas parvenu à un score qui se rapproche de 7,5 ou 7,6. Voilà, ça, c'est le deuxième type d'épreuve. Après, nous passons à la dictée. Et puis, j'en aurai terminé. Dans la dictée, nous utilisons un protocole qui s'appuie sur des illustrations pour que les élèves ne soient pas pris en défaut de compréhension de ce qu'on leur demande de transcrire. Autrement dit, on a une image et le texte qu'on construit et qui utilise des mots qui ont déjà été utilisés au cours des entraînements précédents, ces élèves sont confrontés à une dictée qui, en fait, peut être mise en relation avec l'image et donc faciliter leur compréhension. Et là, on va analyser les performances et ces performances montrent pratiquement que le groupe contrôle qui, lui, n'a pas été du tout confronté à cette même situation progresse, normal aussi, et les groupes expérimentaux progressent un peu plus. Ce n'est pas génial, mais c'est quand même un peu meilleur et on peut montrer qu'il y a une relation entre les performances antérieures aux exercices que je vous ai montrés et puis les performances à la dictée. Enfin, dernier point, on va passer à la production de texte, toujours avec les mêmes élèves. Cette fois, on va leur donner des bandes dessinées. Ces bandes dessinées en 3 images font l'objet d'un traitement à l'oral. Les élèves élaborent un texte à l'oral. Alors,
vous savez comme moi que les enseignants sont suffisamment habiles pour faire que les élèves utilisent le lexique dont ils souhaitent qu'il soit utilisé. Tous les enseignants connaissent ça. Et donc, ils arrivent à introduire les termes qui ont déjà été vus, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'erreur lexicale ou de difficulté lexicale. Et quand il y en a une, le mot est fourni. Les formes syntaxiques sont celles qui sont inspirées de l'oral. Et une fois que ce texte a été élaboré oralement, alors les élèves vont le transcrire et on va s'intéresser au fait que les marques du singulier, du pluriel, des noms, des verbes et des adjectifs vont pouvoir être analysés. Alors, vous avez ici un exemple, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vous propose de regarder simplement ceci. Quand on prend uniquement les post-tests, voilà, vous avez les performances pour les noms au pré-test, voilà, et vous avez au post-test, pardon, vous avez les performances pour les noms avec quand les mots sont seuls, quand les mots sont dans des items à compléter, dans les dictées et dans les textes, et vous avez le niveau des performances qui est très bon avec les noms, sauf dans le cas de la dictée, alors que c'est des mots qui sont connus. Vous avez le cas des verbes, c'est très bon quand c'est isolé, c'est beaucoup moins bon quand c'est dans le cas des compléments, et c'est encore moins bon quand on est dans les activités complexes. C'est-à-dire tout se passe comme si le fait de plonger une activité orthographique compliquée en français, pour laquelle la phonologie ne peut pas aider, supporter les performances des élèves, tout se passe comme si on avait une chute de performance alors qu'on a pu montrer dans des activités plus simples que ces connaissances sont connues, qu'elles sont susceptibles d'être utilisées. Donc tout ceci s'interprète assez facilement en termes de charge cognitive. On est bien content que la charge cognitive permette d'expliquer ça. Le problème, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à faire que cette situation s'améliore, et donc c'est là qu'on aurait besoin de développer un protocole qui permette d'aller sur plusieurs années. Il n'y a aucune raison de se limiter à la 2e primaire ou à la 3e primaire. Donc un protocole qui permettrait d'améliorer cette situation en faisant que, disons, arrivé au niveau du cours moyen 2e année, une grande partie de ces difficultés est disparue. Voilà. Et donc je terminerai par ceci, qui est une sorte de manifeste sur la manière de procéder, partir de questions soulevées soit par les professionnels, soit par la recherche fondamentale, parfois les deux, ça peut arriver, élaborer des protocoles d'innovation en ne les considérant pas a priori comme étant la bonne solution. Un protocole d'innovation doit être évalué pour devenir un protocole pertinent. Donc pour ça, il faut fabriquer non pas des évaluations internationales, ça c'est une autre question, mais des évaluations qui soient adaptées aux questions et aux objectifs que l'on se donne, et puis avec des post-tests, si possible différés, pour tester la stabilité. Et puis, si on a besoin, bien, on modifiera les protocoles. Je vous remercie. De combien ai-je dépassé? Merci beaucoup.